Fatou n'a qu'une jambe, mais dans sa tête elle en a deux, de Valérie Alam, illustrée par Catherine Grenier, aux éditions du Caïman. Fatou est assise sur un banc, elle attend sagement. Dehors, des garçons jouent avec un ballon et plus loin, si elle se penche un peu, la petite aperçoit un groupe de filles accroupies qui discutent en riant. Elle aimerait bien aller les rejoindre, s'asseoir dans leur cercle, rire aussi, mais elle a promis qu'elle ne bougerait pas de ce banc, qu'elle attendrait ici et serait bien sage. Fatou l'a promis à sa maman, alors elle reste là à attendre en se tordant le cou pour observer les autres enfants. C'est long d'attendre quand on a 8 ans. La fillette balance ses jambes dans le vide sous le banc, comme si elle entendait encore la radio à manivelle de Papa Daï, là-bas, au village. Mais son village est bien trop loin maintenant. Elle ne peut pas vraiment l'entendre. Seulement la musique reste dans sa tête, et aussi le grésillement. Fatou n'a qu'une jambe, mais dans sa tête elle en a deux, comme avec la radio de Papa Daï dont elle entend la musique, bien que cela ne soit pas vraiment possible. 2 jambes trop grandes, maigres, mais musclées. Oh, Fatou sait bien qu'en vérité, il ne lui reste que la droite avec la peau toute brûlée et boursouflée dessus. De l'autre côté, il n'y a plus que le haut de sa cuisse dans un bandage. Et plus bas, rien. Rien du tout. Juste la béquille pour remplacer. Un peu, mais c'est pas pareil. C'est dans l'explosion que c'est arrivé. Une mine enfouie et oubliée là sur le bord du chemin derrière le village. L'engin a attendu longtemps jusqu'à ce que le pied gauche de Fatou déclenche le mécanisme. Il y avait eu 2 victimes. L'une était morte et l'autre gravement blessée. À cause du bruit immense de la déflagration, Fatou n'a plus rien entendu pendant plusieurs jours. Elle voyait seulement les hommes et les femmes du village, tout autour d'elle, sentait leur panique et leur lamentation, mais n'entendait rien. Un silence si beau, qui n'existait nulle part sur le continent africain. Ce silence-là, c'est Fatou qui l'a trouvé. Elle a marché dessus. Pour ne pas l'abîmer, la petite fille ne parle plus, même si depuis un moment déjà elle entend de nouveau. Elle s'est habituée à ne plus rien dire. À tendre l'oreille en quête de ce silence qui s'est évaporé. Fatou ne parle pas, sauf à sa maman, mais tout doucement, en chuchotant. Peut-être que si elle ne l'effraie pas, le silence reviendra. À force d'attendre sagement comme maman le lui a demandé, la dame finit par revenir vers le banc. Elle est très blanche, avec des taches de rousseur et des joues rouges. Avant de la rencontrer, Fatou ne savait pas qu'on pouvait avoir des cheveux orange. La dame tient des papiers et les agite devant son visage pour s'éventer. Elle souffle et regarde autour d'elle. Déchiffre les panneaux, examine ses papiers, puis elle la prend par la main pour l'aider à se remettre debout et lui tend sa béquille. Ce n'est pas facile de marcher avec ce bout de bois coincé sous l'aisselle. Heureusement, maman est là, de l'autre côté. Fatou s'appuie un peu contre elle. Sentir son corps rond et chaud la réconforte, lui donne la force de suivre cette dame qui marche trop vite. Il faut se dépêcher. L'enregistrement va bientôt fermer. La fillette ne comprend rien de tout cela. Ne sait pas ce que c'est qu'un enregistrement. À part pour la musique sur le poste de Papa Daï. Il appelait ça des enregistrements. Mais c'était de la musique tout pareil, avec le même grésillement. Aujourd'hui, Fatou ne sait pas pourquoi elle doit se dépêcher. Mais il faut bien écouter la dame, c'est maman qui l'a dit. Alors la petite se presse autant qu'elle peut et s'engouffre dans la voiture de location. Pendant le trajet, la dame parle beaucoup. Elle dit que l'organisation qui l'envoie fait beaucoup de choses pour les enfants de ce pays, que cette organisation va la sauver, qu'il ne faut pas avoir peur, que tout ira bien. Fatou serre la main de maman. Elle pose son front contre la vitre de la voiture et regarde le paysage qui défile. Dans le ciel, une cigogne blanche semble suivre la même direction que l'auto. Maman aime les oiseaux. Elle dit souvent qu'elle aimerait pouvoir voyager comme les grands échassiers, vivre sous un climat plus clément quand la vie devient trop dure. Il lui suffirait alors d'étendre les ailes, d'allonger le cou, patte en arrière et de laisser le vent glisser sur ses plumes. Maman est une rêveuse, c'est Papa Daï qui le dit. Mais Fatou aime bien quand elle lui raconte ses rêves. On arrive à l'aéroport. La dame aux cheveux orange annonce qu'elles vont se rendre dans un autre pays. Les rêves de maman vont se réaliser. Dans l'avion, Fatou s'est endormie en scrutant vainement l'océan de nuages à travers le hublot, à la recherche d'un bec rouge et de longues pattes tendues en arrière. Manifestement, les cigognes ne naviguent pas dans ces eaux-là. Elles préfèrent sans doute le ciel bleu. En arrivant, c'est un monsieur à lunettes qu'il a fallu suivre dans un taxi. Il faisait nuit et Fatou ne distinguait pas une seule étoile. Seulement les néons de la ville qui les ont guidés jusqu'à l'hôpital. Le monsieur est allé discuter à l'accueil et ils ont traversé des kilomètres de couloirs, la béquille toujours collée sous l'aisselle. Dans ce pays, il y a beaucoup de malades. Ici,
Un lit est déjà prêt pour elle. Fatou regarde maman assise dans un fauteuil. Elle prend sa main dans la sienne. Le monsieur explique que demain, un chirurgien viendra examiner sa jambe, prendre des mesures. Ils lui fabriqueront une nouvelle jambe. Une prothèse pour remplacer celle qu'elle a perdue. Il a dit que l'organisation fait ça pour qu'elle puisse à nouveau jouer comme les autres enfants. Ce soir-là, quand Fatou s'endort, elle rêve qu'elle saute à cloche-pied sur une marelle dessinée dans la terre de son pays, sous l'œil rond et noir d'une cigogne au bec rouge. Chapitre 2. Jérémie est assis sur un banc. Il est encore puni. Dans la cour, devant lui, un groupe de filles forme une ronde en chantonnant. Plus loin, des garçons jouent au foot et s'interpellent pour avoir le ballon. Jérémie aimerait bien faire partie de l'équipe, s'amuser aussi. Mais il ne doit pas quitter ce banc. Jusqu'à ce que le directeur ait fini de parler à sa mère. C'est sa punition. Il ne doit pas bouger. Alors il reste là, à attendre, en se penchant en arrière pour balancer ses jambes. Heureusement, Jérémie n'est pas tout seul. Son bidule imaginaire ne le quitte jamais. Parfois, il lui raconte des blagues pour que le temps passe plus vite. Selon les moments, il est aussi capable de changer de forme. Là, son bidule s'est fait rond et chaud tout contre lui. Et le petit garçon sourit. Tout à l'heure, Jérémie s'est battu. C'est pour cette raison qu'il est puni. Les autres s'étaient moqués de lui parce qu'il parlait tout haut à son bidule. Tant pis. Au fond, il n'a pas besoin des autres, pas besoin d'amis. Et de toute manière, ils ne comprennent rien. Personne ne peut comprendre. Quand sa mère sort enfin du bureau du directeur, Jérémie a les jambes tout engourdies. Il est resté assis longtemps mais ne se plaint pas. Ce n'est pas le moment. Sa mère a les yeux rouges comme si elle venait de pleurer. Sans rien dire, elle le prend par la main, l'emmène vers la sortie. En chemin vers la maison, elle finit par lâcher le verdict du directeur. 3 jours d'exclusion. Jérémie soupire et chuchote à son bidule. J'ai pas fini d'en entendre parler. Dans le ciel, il remarque qu'un oiseau vole dans la même direction que lui. Un corbeau noir dont la silhouette se découpe nettement sur les nuages gris. Jérémie frissonne et se blottit contre son bidule. Ces oiseaux-là lui font peur. Jérémie presse le pas. À la maison, il file dans sa chambre pour attendre le retour de son père et l'heure du dîner. Curieusement, personne ne pense à lui reparler de l'exclusion, ni à le punir. Plus tard, dans son lit, il réfléchit et son bidule lui dit qu'il a une sacrée chance. Mais Jérémie est embêté. Il a vu les yeux rouges de sa mère. Il a écouté le silence de son père. Il sent bien que ses parents sont tristes. Et ce n'est pas parce qu'il s'est bagarré à l'école. Jérémie se souvient de la dernière fois où il a entendu sa maman sangloter. Son père chuchotait. « Allons, calme-toi, tu vas réveiller le petit. Je te promets qu'on va réessayer. Et la prochaine fois, tu verras, on aura plus de chance. » Jérémie n'a jamais su de quoi il parlait cette nuit-là. Mais au fond de son cœur, il a senti s'installer une espèce de colère. Et rien, même pas son bidule, ne pouvait l'empêcher de la ressentir. C'est à ce moment-là que ses ennuis ont commencé à l'école. Les autres le cherchaient sans cesse et il ne se laissait pas faire. Rien qu'en y repensant, Jérémie serre les poings et avance le menton. Non, il ne se laissera pas faire. Assis, tranquillement sur un fauteuil près du lit, son bidule commence à chanter une berceuse. La même que chantait sa maman avant, quand elle n'avait pas les yeux rouges. Alors Jérémie se détend et finit par s'endormir. Sur le rebord de sa fenêtre, plume noire et luisante, un corbeau au regard sombre se pose pour la nuit. Chapitre 3. Dans le couloir, le médecin parle avec la dame aux cheveux orange. Le même qui est venu plutôt regarder la jambe de Fatou, prendre des mesures, l'examiner sous toutes les coutures. Il a dit qu'on allait lui fabriquer une nouvelle jambe, mais que ça prendrait du temps. Fatou n'a pas posé de questions. Elle regarde le ciel chargé de nuages. Le temps se mesure-t-il en nuages? Tout à coup, la dame aux cheveux orange est là, près de son lit. Elle est entrée sans un bruit comme un fantôme. Fatou serre la main de sa maman qui n'a pas quitté le fauteuil juste à côté. Ce fantôme-là ne lui fera pas de mal tant que sa maman restera près d'elle. Fatou le sait bien, pas la peine d'avoir peur. La dame lui explique qu'elle ne peut pas rester à l'hôpital pendant le temps de la fabrication de sa prothèse. Elle ira dans une famille d'accueil et reviendra ensuite pour qu'on lui pose sa nouvelle jambe. « Maman viendra avec moi ?» se demande Fatou. Évidemment, comme elle n'a pas prononcé un mot, la dame aux cheveux orange ne peut pas entendre sa question. Pourtant, elle se penche sur Fatou, pose la main sur son épaule et la presse doucement, gentiment, avec un drôle de sourire triste. Heureusement, maman entend tout et elle chuchote à son oreille que bien sûr, elle sera toujours là pour veiller sur sa petite fille. Avec l'aide de la dame, Fatou s'habille et reprend sa béquille. Elle traverse de nouveau les kilomètres de couloir et s'engouffre dans un autre taxi. Fatou regarde le ciel et devine le bleu entre les nuages. Jérémie n'a pas le droit de quitter sa chambre. Son père est finalement venu lui dire qu'il était puni, que ses 3 jours d'exclusion ne seraient pas 3 jours de vacances.
Interdiction de jouer sur l'ordinateur, de regarder la télé ou de sortir faire un tour en vélo. Jérémy est derrière sa fenêtre. Il a dû chasser un affreux corbeau noir qui semblait vouloir y faire son nid. Jérémy regarde en bas de chez lui. Un taxi s'arrête. Il reconnaît sa tante Paula qui en descend. C'est facile avec ses longs cheveux roux. Quand il était petit, Jérémy l'appelait tante Potiron, à cause de leur couleur orange. Maintenant qu'il a grandi, il l'appelle juste tante Po. Jérémy fronce les sourcils. Tante Po n'est pas venue seule. Et sa mère accourt pour les accueillir. Elle et cette fille avec sa béquille. Jérémy se penche, appuie son front sur la vitre pour mieux voir. On dirait que... Il sursaute. Son cœur cogne dans sa poitrine. On dirait bien que cette fille n'a qu'une jambe. Jérémy réfléchit. Il n'est pas très sûr. Mais secrètement, il confie à son bidule qu'il est plutôt content de devoir rester dans sa chambre. Le bidule hoche la tête. Déjà qu'il ne sait jamais de quoi parler avec les filles, il y a encore moins de chances qu'il trouve quelque chose à dire à celle-ci. Malheureusement, dès qu'elle passe le seuil de la maison, sa mère l'appelle. « Jérémy, descends que je te présente notre invité !» Pas le choix. Jérémy va vite devoir trouver un truc à lui dire. Après tout, c'est peut-être là sa véritable punition. Fatou trouve la nouvelle dame gentille et bizarre à la fois, avec ses yeux rougis et son regard un peu perdu. Dans le taxi, la femme rousse lui avait confié qu'elle l'emmenait chez sa propre sœur. C'est là qu'elle attendrait le temps que le docteur lui fabrique sa prothèse. Avant d'entrer dans la maison, Fatou a cru voir les rideaux bouger derrière la fenêtre à l'étage, comme si quelqu'un l'observait. Et puis elle a suivi cette nouvelle dame aux yeux brûlants qui lui a dit s'appeler Marie. Elle avait aussi un garçon qu'elle a appelé en balançant la tête en direction de l'escalier. Apparemment, il s'appelle Jérémy. Il est venu lui dire bonjour, puis a pris son sac pour monter ses affaires dans le bureau comme sa mère le lui avait demandé. Ensuite, Marie a installé Fatou et Jérémy dans le canapé face à la télé. Dans la cuisine, sa sœur et elle avaient à parler. Mais Fatou s'est vite retrouvée seule devant les dessins animés. Jérémy était remonté à l'étage en marmonnant qu'il était puni. Plus tard, la dame rousse est revenue. « Écoute-moi, Fatoumata, tu vas rester ici. Tu verras, tu seras bien et dans quelques jours je reviendrai te chercher. » Fatou n'a rien dit. Après tout, on ne sait jamais, peut-être que le silence a quitté l'Afrique et s'est réfugié quelque part sur ce continent. Dans la soirée, les parents de Jérémy sont venus lui dire que Fatou allait rester chez eux quelque temps. Ils ont ajouté qu'elle arrivait d'un pays d'Afrique et venait d'y subir une terrible épreuve. Il allait donc falloir être patient et particulièrement gentil avec elle. Jérémy pense qu'ils auraient quand même pu l'avertir avant et lui demander son avis. Mais il est intrigué. Comment fait-on pour marcher quand on n'a qu'une seule jambe ? Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression que la jambe manquante est toujours là ? Si c'est vrai, la jambe de Fatou, c'est un peu comme le bidule de Jérémy. L'un comme l'autre existe d'une certaine façon, mais les autres ne s'en rendent pas compte. Et Jérémy pense que finalement, Fatou et lui trouveront peut-être des choses à se dire.